Dévaluation, inflation, salaire qui n'augmente pas, manque d'incitation à avoir des enfants, à progresser. Je suis Naka, voici Japatonic, et aujourd'hui nous abordons les principaux problèmes socio-économiques actuels au Japon. Le Japon connaît actuellement une dévaluation historique depuis 20 ans. Quand je suis arrivé au Japon, par exemple, un dollar valait 100 yens et maintenant il en vaut 150, donc il y a une dévaluation de 50%. Et peu importe le pays d'où tu viens, tu vas voir le Japon comme un pays bon marché. Tous ceux qui viennent en touriste trouvent tout bon marché. Qu'avant la dévaluation, ce n'était pas vraiment un pays si cher. Le problème, c'est que c'était loin, et oui, les vols sont chers, mais avec cette dévaluation, maintenant, tout est beaucoup moins cher. Avant, tu mangeais pour 5 dollars, maintenant pour 3. Le fait est que, par exemple, les gens dans les années 90 gagnaient une certaine somme d'argent, et beaucoup de personnes aujourd'hui, en travaillant dans la même entreprise avec pendant 40 ans, des personnes qui ont 60 ans continuent de toucher presque la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'au Japon, les salaires n'augmentent presque pas. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ce n'est pas une économie entièrement basée sur le prix du dollar. Comme dans d'autres pays, n'est-ce pas? Si le dollar augmente, tout augmente. Ici, par exemple, il y a bien eu une inflation, mais une inflation de 3%, ce qui est pratiquement historique, car il n'y a jamais eu une inflation de 3% depuis le début des années 90. En plus, le Japon souffrait de déflation. Au cours des 30 dernières années, il y a eu une déflation allant jusqu'à moins 1%, puis ça passait de plus 1 à moins 1, mais là-bas, ça changeait moins. Et donc, comme il n'y avait pas beaucoup de changements concernant l'inflation et tout ça, les salaires restaient toujours les mêmes, ils ne changeaient pas. Et les Japonais, si on leur demande, ils te disent que tout augmente et que les salaires n'augmentent pas. Ce qui est vrai, mais voyons, le salaire minimum au Japon il y a 20 ans était de 600 yens de l'heure, alors que maintenant il est à peu près de 1100-1200 yens, ce qui a doublé. Le salaire minimum a augmenté, du moins pour les emplois à temps partiel. Maintenant, pour ce qui est des emplois de bureau fixe, il se peut que cela n'ait pas autant changé. Il est courant que des personnes avec un emploi de bureau fixe, l'entreprise leur paie tous les impôts, ce qui inclut l'assurance santé, la retraite, et ils reçoivent environ 200 000 yens en main. Et cela n'a peut-être pas changé au cours des 10 dernières années, tout le monde gagne à peu près cela. En revanche, une personne qui travaille dans un 7-Eleven il y a 20 ans gagne maintenant le double. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça suffit? Et la réalité, c'est que beaucoup de Japonais disent que l'argent ne suffit pas, mais en réalité, le Japonais dit que ça ne suffit pas, alors qu'en fait, ça suffit. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'avec le point de vue d'un étranger qui, dans son pays, le salaire minimum n'a jamais suffi pour payer un loyer dans la capitale. Si on le compare de cette manière, le Japon s'en sort très bien. Parce que, voyons, avec le salaire minimum d'il y a 20 ans, pouvait-on vraiment subvenir à ses besoins? Oui, parce que ce qui a vraiment beaucoup augmenté, ce sont les prix des loyers, donc même si les salaires ont augmenté, les loyers aussi ont augmenté. Donc, une personne qui travaille dans le métier le plus basique, 40 heures par semaine, peut payer son loyer et survivre, manger, mais sans se permettre beaucoup de luxe. Habituellement, quand les Japonais disent que ce n'est pas suffisant, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de luxe, bien sûr. C'est bien ou c'est mal, cela dépend beaucoup du point de vue de chacun, mais le fait est qu'on peut survivre avec le travail le plus basique. Mais qu'en est-il des personnes qui ont fait des études, qui ont un emploi stable et formel? Eh bien, ces personnes finissent par toucher un salaire d'environ 1500-2000 dollars, plus ou moins. Est-ce que ça leur suffit? Oui, ça suffit. Peuvent-ils avoir une famille? C'est possible, oui. Même si la dame ne travaille pas, elle devra beaucoup cuisiner et préparer des plats économiques parce que se passe-t-il? Le Japon est un pays où tout le système est conçu pour que tout le monde fasse partie de la classe moyenne. Et quand je parle de classe moyenne, c'est qu'il ne leur manque rien, n'est-ce pas? Qu'ils doivent gérer leur économie. Une économie domestique saine et bien organisée,
C'est pourquoi, depuis des décennies, il était très courant que l'homme travaille et que la femme gère l'économie de la maison. Parce qu'avec un seul salaire, les choses sont un peu compliquées. Du moins pour une personne ordinaire avec un travail normal, n'est-ce pas? Même avant, comme les choses étaient généralement moins chères, les familles pouvaient se permettre que l'homme travaille pendant que la femme s'occupait de la maison et des enfants. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Le système est fait de telle sorte que si quelqu'un se met en couple, cela aide à répartir les coûts, à les diviser, mais il faut que les deux travaillent. Et c'est pour cela qu'on met en place plus de crèches, même s'il y a aussi des plaintes disant qu'il n'y a pas assez de crèches. Mais moi, franchement, quand j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé sur vraiment beaucoup de chantiers de crèches pour enfants, afin que les parents puissent laisser leurs enfants à la crèche et aller travailler. Alors, voyons, les crèches, par exemple, il y a des crèches publiques et des crèches privées. Les crèches publiques, même si elles sont de plus en plus nombreuses, ne sont pas suffisantes et donc il n'y a pas assez de place. Si elles sont publiques, elles sont gratuites. Oui, dans le cas où les deux parents travaillent dès qu'ils envoient les enfants du lundi au vendredi. Mais en revanche, s'il n'y a pas de place dans les crèches publiques, il faut les envoyer dans des crèches privées et celles-ci sont chères, elles peuvent coûter 300–400 $ par mois, c'est beaucoup d'argent. Et le fait est qu'en plus, les crèches fonctionnent généralement aux mêmes horaires qu'un travail normal de bureau, disons, de 9h à 17h. Et le problème, c'est que les parents doivent parfois absolument arriver en retard au travail et partir plus tôt, ce qui ne profite pas à l'entreprise. Ce qui fait que, bon, j'ai déjà parlé de la culture du travail, du fait qu'au travail on te regarde mal si tu travailles moins. Et il y a peu d'empathie envers les parents qui ont des enfants, non. Au Japon, il y a vraiment très peu d'empathie pour ces choses-là. Beaucoup de Japonais pensent que s'il doit passer du temps avec son enfant, il devrait quitter son travail, mais on oublie souvent qu'il faut de l'argent, non? Qu'il faut travailler. Parce qu'une maison, même s'il n'y a que 3 personnes, au moins à Tokyo, si une seule personne travaille avec un salaire moyen de 1500–2000 $, cela compliquera beaucoup la situation. La famille ne pourra pas économiser. Et le fait est qu'aujourd'hui, socialement, il est déjà considéré comme normal que la femme travaille, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a 30 ou 40 ans, c'était rare. La femme, son rôle était à la maison, avec la famille, avec les enfants à élever, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, avec la diminution de la population, on encourage plutôt l'idée que la femme travaille. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de publicité pour l'alcool. Dernièrement, on utilise beaucoup plus de publicité montrant des femmes buvant de l'alcool que des hommes. Parce que l'alcool est perçu comme cette détente nécessaire qu'une personne travailleuse recherche, n'est-ce pas? Pas pour une personne qui vit dans les loisirs. L'alcool n'est pas quelque chose qu'on associe à la femme au foyer, mais plutôt au travailleur, à la personne qui se donne à fond chaque jour. Pour tout donner de soi, pour faire avancer la société, et il doit rentrer à la maison et boire de l'alcool. C'est pourquoi la publicité sur la consommation d'alcool chez les femmes se développe fortement. De plus, on dit qu'il y a des problèmes d'alcoolisme chez les femmes d'âge moyen, des femmes de 50 ans qui boivent beaucoup, et je peux vous assurer qu'en allant boire dans certains endroits, il y a vraiment beaucoup de consommation d'alcool chez les femmes au Japon. Eh bien, nous avons donc des personnes qui gagnent juste ce qu'il faut, qui se mettent en couple avec d'autres personnes qui gagnent juste ce qu'il faut. Alors, que faisons-nous? Les Japonais commencent à réfléchir. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens ne cherchent parfois même plus à avoir un partenaire, ils ne veulent pas avoir d'enfants, ou alors ils en veulent, mais ils doivent beaucoup réfléchir à ce qu'ils vont faire à l'avenir. Bien sûr, avoir 2 personnes qui gagnent le salaire moyen rend les choses beaucoup plus faciles, non? Les dépenses se partagent à 2, mais avoir un enfant complique déjà les choses. Parce que c'est l'un des sujets dont j'ai parlé concernant le problème du taux de natalité. Beaucoup de personnes veulent, ne veulent pas, hésitent, en discutent avec leur partenaire ou l'affirment sans vraiment savoir. C'est tout un problème. Beaucoup se questionnent sur le fait d'avoir des enfants et sur l'avenir à leur offrir. J'ai un travail très ordinaire. Et, bien sûr, il y a aussi le problème que la société japonaise d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 50 ans. Les personnes qui ont vécu après la Seconde Guerre mondiale avaient beaucoup de raisons de se battre en tant que société.
Toute la population voulait relever le pays et tout le monde travaillait, travaillait et travaillait sans se soucier de rien. Parce qu'il y avait la motivation de vouloir renaître de ses cendres, pour ainsi dire, d'une certaine manière, c'était une autre culture du travail. À cette époque, il n'y avait pas de hikikomoris ni beaucoup de choses d'aujourd'hui. Des problèmes sociaux d'aujourd'hui parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de place pour être faible. C'est-à-dire, il fallait aller travailler, point final. Aujourd'hui, comme tout est si confortable et la ville si bien organisée au Japon, les Japonais n'ont plus la motivation de progresser en société. Le Japonais voit la famille et les enfants comme un progrès sociétal. Par conséquent, même si le gouvernement se préoccupe du fait que les Japonais aient des enfants, la société, la population elle-même, ne se soucie pas des intérêts du gouvernement. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si cela leur convient ou non, si c'est rentable ou pas. Mais pour beaucoup, avoir des enfants est déjà considéré comme un luxe. En plus, la question de ces emplois où l'on a un salaire fixe, un travail de bureau très courant et normalisé, les heures supplémentaires non payées, parce que bien sûr ce sont des emplois où comme on a un salaire fixe, dans lesquels si tu tombes malade, peu importe, tu recevras toujours la même chose. Le salaire ne va jamais augmenter ni baisser, peu importe combien de jours tu travailles dans le mois, peu importe le nombre de jours fériés ou si tu pars en vacances. Mais s'il y a des heures supplémentaires, elles ne sont pas payées. Par exemple, dans une usine, on est payé à l'heure. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé, mais avec des heures supplémentaires, tu gagnes plus. C'est pour ça qu'il y a une grande différence. Parfois, les gens qui travaillent, par exemple, dans la construction ou dans les usines peuvent finir par gagner plus qu'une personne qui a fait des études et qui travaille dans un bureau. Et c'est quelque chose de très normal. Mais bon, le fait est que le travail de bureau, qui a un salaire fixe, est aussi considéré comme quelque chose de stable. Un travail que tu vas avoir toute ta vie et que tu auras toujours. Et le fait est que la stabilité compte énormément pour les Japonais. Dans les années 80, les gens prenaient des risques avec de nouvelles entreprises et des idées innovantes. Mais aujourd'hui, comme tout est déjà en place, personne ne veut prendre de risques. Et c'est quelque chose de très courant chez les Japonais, ne pas vouloir prendre de risques est une norme de nos jours. Au point que, par exemple, moi quand je travaillais dans la construction, j'avais un salaire relativement fixe. Je travaillais à la journée, mais j'avais une moyenne. Je voulais quitter ce travail pour me consacrer uniquement à YouTube et aux visites guidées. Et ma femme, à ce moment-là, me disait « Non, le mieux c'est que tu restes avec ton frère, c'est quelque chose de stable, tu as tous tes papiers, il paie ton assurance et tout ça. » Au début, je voulais obéir, puis j'ai réfléchi et je lui ai dit « Non, tu sais quoi? Non, je vais chercher le bonheur. » Ça peut sembler un peu banal ce que je dis, mais je lui ai dit comme ça. Je veux travailler dans ce que j'aime, là où je vais mieux gagner ma vie, et je veux que tu aies confiance en moi. Et elle n'a plus rien dit. Elle a ajouté « Ça me va, si tu veux. » Elle m'a aussi dit « C'est bon, je crois en toi et que tu vas réussir. » Ça s'est mieux passé pour moi, mais qu'ai-je fait? Justement, je me suis extrait du système de travail japonais d'une certaine manière. Je suis désormais indépendant et je paye mes impôts sur des comptes différents, ce qui diffère d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est beaucoup plus confortable pour tout ce qui concerne le paiement des impôts et ce genre de choses, on te les déduit directement du salaire et l'entreprise paie la moitié de ce que sont les impôts. Mais en tant qu'indépendant, la paperasse devient un peu plus compliquée. Mais ça en valait vraiment la peine, ça en vaut vraiment la peine. Mais c'est ça le problème, non? Les Japonais ne veulent pas prendre de risques, non, ils veulent simplement la stabilité. Point final, c'est tout. Et c'est comme ça que tout le monde finit par appartenir à une classe moyenne et ça peut sembler dur, mais parfois ça finit par être une moyenne médiocre. En fait, cette histoire de moyenne médiocre, je l'ai dit méchamment, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas que c'est une moyenne médiocre, c'est juste que je voulais dire, la phrase sonnait bien. Je suis un imbécile. Mais bon, mais c'est vrai que, par exemple, si on le regarde depuis un pays comme, je ne sais pas, l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, on peut voir le Japon comme un pays riche, mais un Américain peut voir le Japon comme un pays pauvre. En voyant comment est l'économie du pays, ce que gagnent les gens et le coût des choses,
c'est aussi une question de perception, de la façon dont on voit les choses. Le Japon valorise beaucoup la classe moyenne. On se demande alors, que se passe-t-il? Peut-on encore progresser au Japon? Eh bien, le progrès appartient à ceux qui prennent des risques, et c'est là où je veux en venir. Les gens ne veulent pas prendre de risques. Par conséquent, tout le monde reste dans la classe moyenne. Une classe qui est très serrée, qui est vraiment vraiment juste, au point que tu peux économiser un tout petit peu chaque mois, juste un petit peu. Mais le Japon est un pays où il y a beaucoup de gens riches, beaucoup de millionnaires, croyez-moi, parce qu'ici, il y a des riches en abondance. La classe basse est désormais complexe. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail ici, car je l'ai déjà abordé dans de nombreuses vidéos, notamment sur les personnes âgées. Si le revenu mensuel d'une personne est inférieur à 150 millions, ce qui correspond à 1000 $ par mois, alors cette personne devient déjà de la classe basse. Comme je le dis, même avec le travail le plus basique, une personne travaillant 40 heures par semaine gagne un peu plus, environ 1200 $. Maintenant, avec cette question de la stabilité, cela fait qu'au Japon, il est facile d'obtenir un prêt hypothécaire pour acheter une maison. Parce qu'imaginez-vous qu'au Japon, il est plus facile pour un employé en contrat à durée indéterminée d'obtenir un prêt hypothécaire que pour son propre patron. Parce que son patron peut toujours déclarer des pertes, pas forcément la faillite, mais il peut générer des pertes. Mais en revanche, l'employé, comme il est stable, dans le pire des cas, s'il a travaillé pendant des années dans une entreprise de façon stable et qu'il arrive quelque chose à l'entreprise, cette personne peut trouver un nouvel emploi, ne pas subir de dettes et continuer à payer son prêt immobilier. C'est pourquoi il est facile d'obtenir un prêt hypothécaire à bon prix. Mais que se passe-t-il? Il y a cette coutume culturelle japonaise selon laquelle les gens n'achètent une maison que s'ils se marient et ont des enfants, en gros. La plupart des Japonais, même s'ils gagnent beaucoup, louent un logement s'ils vivent seuls. Et je l'ai vu dans d'innombrables cas. Par exemple, en ce moment, nous sommes à Shinjuku, qui est le quartier des boîtes de nuit, des host clubs, où ces garçons et filles gagnent énormément d'argent. Beaucoup d'entre eux n'achètent pas de biens immobiliers, c'est-à-dire qu'ils louent. Ils vivent dans des appartements très luxueux à 2000, 3000, 4000 $ de loyer, mais ils n'achètent pas de maison. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, ces jeunes, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, mais bon, le fait est qu'ils ne cherchent pas à acheter de maison. Maintenant, dans une société où il y a peu de mariages, peu de familles, beaucoup de gens célibataires, la majorité des gens louent. Et qui achètent les biens immobiliers? Les Chinois, les Chinois. Ce quartier de Shinjuku, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans ces quartiers ici et ils disent que ce quartier est chinois. C'est le quartier le plus japonais du monde, tout ce que tu veux. Mais tous les immeubles d'ici appartiennent à des Chinois. Tout le monde, y compris les agences immobilières, te le répète. On répète souvent que des Chinois achètent ici des propriétés car ils ne peuvent pas en acquérir dans leur pays. Dans les journaux télévisés, on te dit étranger, mais bien sûr, ce sont tous des Chinois. Donc, c'est ainsi que Tokyo et beaucoup d'autres endroits du pays finissent par être des lieux où tous les propriétaires sont des étrangers, et les Japonais louent aux étrangers. Est-ce que c'est bien ou mal? Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal, mais c'est vraiment curieux ça, oui. En réalité, le Japon offre une excellente qualité de vie. Ici, on peut être pauvre sans mal vivre. Tu ne vas pas forcément vivre dans un quartier hostile avec des gens hostiles en subissant des vols. Si tu es pauvre, tu peux te débrouiller à ta façon, avec le minimum, avec le peu que tu as, c'est-à-dire... Et tu peux faire une économie de guerre, aller chercher des promotions sur la nourriture, tant que tu as juste assez pour payer le loyer, c'est-à-dire si tu es vraiment très pauvre, Tu peux même obtenir des subventions, qui sont là où nous avons commencé à enregistrer les vidéos. Ce sont les danshi, les logements du gouvernement, pour les mères célibataires, pour les personnes âgées qui n'ont pas de retraite, etc. Subventions. Bien sûr, il y a aussi les sans-abri, mais les sans-abri sont tout un sujet à part. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet des sans-abri, sur pourquoi il y a des sans-abri au Japon. Mais le fait est que la qualité de vie au Japon, même avec peu d'argent, est relativement bonne. Bien sûr, on pourrait dire, oui, mais tout le monde vit dans un taudis de 2 mètres carrés.
Mais au final, ils n'ont pas besoin de chercher des logements à partager, ils n'ont pas besoin de demander autour d'eux pour essayer de trouver des colocataires ailleurs. Donc, tant bien que mal, ils peuvent vivre seuls sans déranger personne. Ah, que d'ailleurs, bien sûr. Et on se dit, les patrons gagnent beaucoup et les employés gagnent le minimum. Comment peut-on les compenser? En les invitant à boire et manger. Et ça, c'est quelque chose de très typique, non? Eh bien, tout le monde le sait déjà. Le classique after work où les employés vont boire avec leur chef qui invite. Pas d'augmentation, mais une tournée offerte. Heureusement, j'ai déjà parlé du harcèlement, et bon, ça aussi, ça diminue. Donc chacun doit se préparer son dîner chez soi. En parlant du harcèlement, justement, ces choses arrivent parce que les gens aussi, comme dans toute société, en ont marre des abus, qu'ils soient professionnels ou autres. Mais le fait est que les gens cherchent aussi à être plus tranquilles, à avoir du temps pour eux, à être seuls, et dernièrement, la société des personnes solitaires grandit beaucoup. Au Japon, les gens veulent être seuls et cela fait partie de tout ce dont nous avons parlé, qu'ils ne veulent pas se marier, qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, qu'ils cherchent à se contenter de vivre d'un travail avec un salaire normal, qui leur permette de vivre et de subvenir à leurs besoins seuls, et ils peuvent le faire. Ici, les gens n'ont pas besoin de chercher un partenaire, un colocataire, et donc, il est très courant ici que les gens passent tout leur temps seuls. Cela ramène justement au problème du taux de natalité, des personnes qui ne se mettent pas en couple ou n'ont pas d'enfants. Il y a aussi la question de la retraite. Les gens ont déjà peur de la retraite parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, avec la question de savoir si on va toucher ou non une pension ou combien on va toucher, le gouvernement ne peut rien promettre à ce sujet. D'ici que quelqu'un de 30 ans aujourd'hui ait 65 ou 70 ans, l'âge minimum de la retraite sera peut-être de 80 ans. Et ça, on ne le sait pas. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le troisième âge, non? Mais les gens ont très peur de ce qui va arriver avec les retraites à l'avenir et le gouvernement ne dit absolument rien parce qu'on ne peut rien promettre. Et même s'il fait une promesse, tellement de choses peuvent changer d'ici 20, 30, 40 ans. Mais bon, voilà un petit résumé de toute la situation sociale et économique actuelle des Japonais. Un peu pessimiste peut-être, mais en soi le Japon est un pays où la qualité de vie est très bonne, mais parfois il faut avoir un mental fort à cause de beaucoup de choses dont on a toujours parlé sur cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à partager, vous abonner et liker. Je ne le demande jamais, mais parfois il faut rappeler ces choses de youtubeurs. À la prochaine! Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton connard de voisin. Ciao ciao ciao.